l'obéissance en contrepartie de l'entretien. La femme, l'épouse, doit obéissance à son mari parce qu'il l'entretient. On peut dire aussi que l'époux entretient la femme financièrement, mais que l'épouse entretient l'époux de par ses travaux domestiques, de par les tâches qu'elle accomplit. Mais cela a échappé de manière structurelle aux réformateurs de la Moudawana. Il y a eu un refus de voir, un mal de voir. On a le progrès qui a été réalisé, parce que ça touche ce qu'est l'homme. Qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est qiwama, ça a été maintenu. La notion de tutelle matrimoniale, al-wilaya fi zawaj. Bon, la tutelle matrimoniale est devenue un choix. La fille peut se marier avec tuteur ou bien sans tuteur. C'est un droit qui lui a été reconnu. Donc là, on a enlevé un petit peu du pouvoir de l'homme sur le marché matrimonial. Parce que la tutelle matrimoniale signifie que l'homme contrôle l'échange des femmes. Tel homme donne telle femme à tel autre homme en mariage. Et c'est circulaire. Donc, c'était un contrôle total. Depuis 2004, les hommes ont perdu un peu ce pouvoir parce que la femme aujourd'hui a le droit de se marier sans tuteur. Oui. 1 minute. Oui, c'est parce que tu as déjà dépassé le... Je ne suis pas encore arrivé à l'essentiel. Il y a 27 minutes. Je ne suis pas encore arrivé à l'essentiel. Je vais faire vite, mais parce qu'on est 3 aujourd'hui, on devait être 4. C'est que tu vas nous rejoindre La continue rejoindra, je suis plus rapide. Non, je vais essayer, je vais essayer. Donc, on a supprimé la notion de ta'a, l'obéissance. Ça a disparu de la Moudawana, la femme n'est plus l'autre obéissante. On a supprimé la notion de nikah, parce que quand on dit nikah, ça veut dire mariage, mais ça veut dire aussi coït. Et le nikah, en arabe, c'est yankihu. Yankihu, ça veut dire se marier ou faire l'amour à. Donc c'est l'homme qui est actif, la femme est objet de nikah, ou bien on dit yunkihu. Yunkihu, c'est donner une femme en mariage à un autre. Dans les deux cas, la femme est un objet. Dans la notion de nikah, et cette notion a été supprimée. Alors, il y a une autre notion qui a été masculinisée parce qu'elle a été féminisée depuis le départ, la notion de hadana, la garde de l'enfant. En cas de veuvage ou de divorce, le mari, l'homme, a maintenant le droit à la garde de l'enfant juste après l'épouse. Et c'est un acquis contre l'homme ou pour l'homme, pour un nouvel homme, contre un homme patriarcal. Et il faut souligner justement cette lecture du fait de mettre en position l'homme en deuxième position par rapport à la hadana. L'homme est devenu un hadin. Le mot hadana était toujours conjugué au féminin, al-hadina, al-umm al-hadin. Maintenant on parle aussi du père, abul hadin. Et ça c'est fondamental. Alors pour aller dans ce sens-là, plus loin, pour approfondir cette approche genre, n'est-ce pas, j'ai proposé depuis une quinzaine d'années 5 grands principes. Donc je vais les énoncer rapidement, sans entrer dans leurs détails. 5 grands principes pour un ijtihad nouveau, pour des règles nouvelles, pour une législation nouvelle, pour une femme nouvelle, pour un homme nouveau.
Premier principe, prioriser l'opinion égalitaire. Que cette opinion égalitaire devienne une opinion officielle, imposable de par la force de la loi, imposable de par les médias, de par la famille, de par l'école. Parce qu'il faut le reconnaître, si on fait un sondage d'opinion, les gens qui croient en l'égalité homme-femme constituent une minorité. La grande majorité est prisonnière du paradigme de l'inégalité et de la domination masculine qui, pour eux, est une donnée à la fois naturelle et sacrale. Donc il faut faire en sorte que la plupart des Marocains, que la plupart des musulmans et des Arabes notamment, basculent dans le paradigme égalitaire, fondamental. Deuxième chose, la production de la loi ne doit plus être du seul ressort des oulémas en sciences religieuses. Ces oulémas étaient encyclopédiques avant. Maintenant, ils ne sont plus encyclopédiques. D'autres oulémas, en sciences sociales et en sciences exactes, doivent concourir dans la production de la loi, dans la lecture des textes coraniques et sunnites. Troisième principe, tous les textes coraniques et sunniques doivent être considérés comme des textes interprétables. Pas de texte catégorique en matière de mu'amalat. En religion, je distingue entre le niveau des croyances, du dogme indiscutable, le niveau des ibadat, les rites, les prières, le jeûne, discutable selon les écoles, et le niveau des mu'amalat, des contrats civils, mariage, divorce, héritage, commerce. Ce champ des mu'amalat, c'est le champ de l'histoire, de ce qui varie. Et là, on ne peut pas fixer ce champ qui varie tout le temps avec et dans l'histoire par des textes fixant de manière définitive ce champ-là. Donc, c'est pour ça que je dis que les mu'amalat, point لا وجود لآيات قطعية بصدد المعاملات. كل الآيات المتعلقة بالمعاملات ينبغي أن نقول أنها آيات ظنية قابلة للتأويل وللاجتهاد. Et à partir du principe qu'il ne faut pas voir la norme, ce n'est pas le texte, la norme, ce n'est pas l'énoncé général du texte, mais son contexte, pourquoi tel texte, pourquoi tel verset, pourquoi tel hadith a été prononcé. Il y a une cause spécifique, elle est déterminante. Les fuqaha disaient, non, la base, c'est la généralité de l'expression. Ce n'est pas la spécificité de la cause. Moi, je propose d'inverser. Al-ibratu laysat bi'umum al-lafz, walakin bi khususiyati as-sabab. Chaque texte, quel qu'il soit, chaque verset, chaque hadith, est lié à une conjecture, à une conjoncture. Et les conjonctures sont aujourd'hui dépassées. Donc le texte doit également être dépassé. Quatrième principe, pour aller plus vite, un ijtihad jadali, dialectique avec le texte. Le texte du fiqh est binaire, comme dans la logique d'Aristote. Le vrai et le faux, le bien et le mal, halal, haram. Or, dans le Coran lui-même, il y a une logique dialectique. Dieu est le premier et le dernier. Voilà une synthèse. Il est synthèse entre le premier et le dernier. Il est l'apparent et l'intérieur. Donc il y a une logique dialectique qui dépasse la binarité. Le tiers n'est pas exclu dans le Coran. Pourquoi ne pas rendre opérationnelle cette logique dialectique dans la production de la loi?
et dire en toute simplicité, en toute rapidité, que rien n'est haram de manière définitive et rien n'est halal de manière définitive. Le haram peut devenir halal et le halal peut devenir haram. Ne pas dire comme le fuqaha, al-halal bayyin ou al-haram bayyin. Eh bien non. Tout cela est dépassable en fonction des données de l'histoire. Dernier principe, Asdin, merci de me le rappeler, j'y venais, la liberté doctrinale, ne pas nous emprisonner dans une doctrine, malékite ou hanafite ou shafiite, non, il faut, parce que cesser d'être malékite ne signifie pas cesser d'être musulman. Et on peut piocher, on peut puiser dans notre rite, comme on l'a fait, sans pour cela trahir l'esprit de l'islam, parce que là, on tient à rester dans cet esprit-là. Par exemple, le fait que la femme maintenant peut se marier sans wali, sans tuteur, ça vient du hanafisme. Voilà un exemple. Donc voilà, donc, les finalités, maqasid, les finalités de cet ijtihad genré, si je puis dire, c'est établir l'égalité en toute matière, entre hommes et femmes, interdire la polygamie, permettre à la non-musulmane d'épouser permettre à la musulmane d'épouser le non-musulman, sans l'obliger à se convertir. C'est une égalité de droit également, qu'on a tendance à oublier. Et puis, rattacher l'enfant né hors mariage à son père biologique, malgré le refus de son père biologique. Peu importe qu'il se marie ou pas avec la mère, mais que l'enfant dit naturel cesse d'être naturel et soit rattaché, de par la force de la loi, à son père géniteur biologique. Les tests ADN établissent cela. Et bien sûr, permettre l'avortement en cas de menace pour la santé physique, psychologique et sociale de la femme enceinte malgré elle. Alors, conclusion, juste 30 secondes. On ne doit pas dire que l'option genrée de l'ijtihad est une option qui ne concerne que les femmes féministes. Il y a deux camps. Dans un camp, il y a les femmes et les hommes féministes. Dans l'autre, il y a les femmes et les hommes non féministes. Donc, il faut ne pas croire qu'il y a une guerre ici entre hommes non féministes et femmes non féministes. Non, dans les deux camps, il y a des hommes et il y a des femmes. Deuxième conclusion, ne pas dire que le texte est au-dessus de l'histoire. Non, l'histoire, le fait, est prioritaire par rapport au texte. Et enfin, troisième et dernière conclusion, et je finis par là, pourquoi tant d'efforts, pourquoi tant de sueur? C'est parce que l'islam, aujourd'hui, est la seule religion monothéiste à vouloir être encore une source de loi, c'est-à-dire à gérer l'espace public. En Occident, le christianisme, il est là comme religion privée, privatisée. Il n'est pas une source de loi dans un État moderne. Nous, en tant que musulmans, on veut que l'islam soit encore une source de loi qui inspire la loi. D'accord, mais à condition qu'il passe à la notion de genre avec toutes les implications que cette notion impose et bien sûr à leur tête le choix de l'égalité de manière inconditionnelle. Asdin, je suis شكرا لك شكرا جزيلا على هذا العرض الغني بالفعل. الفارق البيولوجي ليس له ان يكون مبررا لاستبداد الرجل بالمراه. هذا هو الانطلاقه التي وظفها الاستاذ عبد الصمد في طيله البحث. واذا كان لي ان الخص بشكل سريع جدا لان هناك متدخلين اخرين
تلك المبادئ الخمس التي أرى فيها في الحقيقة برامج مقبلة. الرأي المدافع عن المساواة. النقطة الثانية هو أنه لا يمكن حصر الإنتاج القانوني في الدائرة الفقهية لأن الأمور تغيرت. كل النصوص القرآنية قابلة للتأويل، والإنتاج أو الاجتهاد الذي يأخذ بعين الاعتبار مسار الأشياء بدل تلك النظرة المالكية الثنائية بين الحلال والحرام، الخير والشر إلى آخره. والنقطة الأخيرة وليست بالأقل أهمية هي تجاوز الرؤية المذهبية. لماذا؟ هل من الضرورة أن نغلق أنفسنا في مذهب بعينه؟ ألا يمكن أن نأخذ من هنا أو هناك أو لا نأخذ أي شيء من كل المذاهب إذا لم تكن ملائمة لإمام؟ أعطي الكلمة مباشرة للأستاذة فوزية الزواري. فوزية الزواري صحفية، كاتبة، ناقدة، مسؤولة عن الشؤون الثقافية في مجلة جون أفريك التي تصدر باللغة الفرنسية، كما أنها مشاركة ومحررة في مجلة القنطرة التي تصدر عن معهد العالم العربي، وهي تونسية المولد وأعتقد لا تعيش في فرنسا. سوف تتدخل في موضوع النسوية الإسلامية حل أم تحايل. هذه الترجمة ديالي ما هو عطاتنا العلوم الفرنسية. Le féminisme islamique, une solution ou une imposture. فلك أن تتدخلي باللغة التي ترتاحين فيها. Merci. Je vais essayer de m'appliquer le principe. Et donc je vais parler moitié que monsieur. De toutes les façons, je ne vais pas me voir malheureusement pour ça. D'abord, je voudrais vous remercier tous, remercier Damien, parce qu'il me permet, et je me suis déjà aperçu à quel point le Maroc devient un espace de parole, un espace de débat d'idées libre, un espace de transgression de tabous. Ça va du cinéma au colloque à autre chose. Et ça, je m'en réjouis. Si j'avais à me définir, il y aurait deux épithètes ou deux mots. Rahim Hafidi a parlé hier des névrosés religieux et des névrosés laïques. Je suis une névrosée laïque. Voilà, donc il faut que vous le sachiez d'abord. Deuxièmement, je suis la fille de Bourguiba. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit hier, comme quoi les Antuta, je ne suis pas pour ce paradigme d'obéissance. Je suis pour que la loi légifère. Quand Bourguiba est venu en 1957, il a fait le code du statut personnel avant la Constitution. Et nous avons basculé. 14 siècles étaient derrière nous. Et en quelques années, nous nous sommes libérés. On en reviendra, si vous voulez, à ce qui se passe aujourd'hui. Mais les lois sont là. Bon, Bourguiba a eu l'occasion de le faire. Vous connaissez l'histoire. Il a profité de cet enthousiasme des après-indépendances, il l'a fait. Donc, je crois à une loi qui précède, qui va plus vite que les mentalités. Je voudrais rendre hommage aujourd'hui à Fatima Benlissi, que je connaissais, parce qu'il faut la rappeler son souvenir. C'est une des femmes arabes qui a été quand même à l'origine, l'une des premières pour l'exégèse féminin, qui a voulu jeter un regard nouveau de relecture des sources. Fatima Benlissi disait cette chose. Elle disait que quand le monde musulman s'obscurcissait, devenait dictateur, il y avait deux gestes qu'il faisait. C'était fermer les bars et voiler les femmes. Fermer les bars, si vous voulez, il y a un livre qui est très bon, c'est un Tunisien, il faut être Tunisien hérétique pour faire des choses comme ça. Il y a Dorage qui a écrit La tournée des bars en Méditerranée. Je vous conseille ce livre, il a été écrit au début du XXe siècle. Le voile maintenant. Je pense que si on avait à définir l'histoire du féminisme arabe,
on pourrait prendre l'image de l'envoilement, dévoilement. Chaque fois que ça allait mieux, on dévoilait. Quand ça allait mal, on revoilait les femmes. Mais je pense que cette histoire du féminisme a toujours été piégée. Il y a de nombreux pièges. Il y a le piège de la morale religieuse qui est là depuis 14 siècles et qui est dans une sorte de contrôle de la sexualité féminine permanent. Il y a le piège d'une histoire d'hégémonie extérieure. Chaque fois qu'on nous envahissait, ça va du début de l'histoire jusqu'aux colonisations, eh bien, il y avait une façon de nous dire, attendez, on nous colonise, les femmes, vous êtes notre intimité, vous êtes notre identité, on vous revoile et on vous renvoie à la maison. Ça, c'est les hégémonies extérieures. Il y a les remous politiques intérieurs, entre les différentes factions de l'islam, entre les différentes idéologies, qui à chaque fois nous renvoient à la maison. Il y a les défaites, la défaite contre Israël, et on va jusqu'aux défaites du Golfe. Chaque fois, quand l'Arabe se sent humilié, il enferme sa femme. J'avais des amies tunisiennes qui avaient fait des enquêtes pendant la guerre du Golfe où elles disaient nos maris sont devenus impuissants. Et quand ils deviennent impuissants, eh bien, ils enferment encore plus les femmes. Après les guerres, il y a aussi ce que j'appelle moi la nakba du pétrole, parce qu'elle a fait en sorte qu'il y a une idéologie wahhabite dont vous voyez maintenant les conséquences partout, jusqu'en Europe. Donc la fatalité, à chaque fois, pour les femmes arabes, d'un retour à la case départ. Je saute dans l'histoire, je viens à Pékin, 95, je ne sais pas s'il y avait des femmes qui étaient à cette conférence de Pékin. On a vu deux choses. La première fois, une remise en question du féminisme taïnique, c'est-à-dire du féminisme à l'occidental. Et c'est là où il y a eu l'émergence d'une parole transculturelle, religieuse, derrière laquelle se cachait le patriarcat et le référent religieux. On a vu la naissance du féminisme islamique, qui a été encouragé d'abord, du moins préparé par la révolution iranienne, qui nous a frappé par les images de ces milliers de femmes voilées dans la rue. C'est la première fois de l'histoire. Par l'Algérie, il faut vous rappeler ce qui s'est passé dans les années 90. Et donc, voilà, nous avons des femmes qui disent, voilà, l'islam est féministe, nous voulons un féminisme islamiste. Pour aller vite, je dis simplement que si ce féminisme a eu l'avantage de reposer la question du féminisme, de chercher un autre modèle, s'il a permis à certaines femmes d'entrer dans la cité, de pouvoir travailler, je pense qu'il faut toujours reposer la question en quoi le fait d'accepter le statut de seconde, en quoi l'obéissance est égalitaire. Je pose la question en quoi le voile est libérateur. Je pose la question en quoi l'héritage à moitié est équitable. On ne fera pas donc croire qu'on se libère en s'affligeant des contraintes. Ça, je ne pourrais pas le comprendre. Ni qu'on doit rentrer à la maison au prix de concessions qui touchent à l'intégrité, à la liberté des femmes. Il y a eu le printemps arabe. J'essaye de faire une petite chronologie. Le printemps arabe, nous, en Tunisie, on a été touchés, l'Égypte a été touchée, et on a dit il va y avoir une révolution dans la révolution. Et donc, on a dit les femmes vont se libérer, les femmes arabes. Vous savez ce qui s'est passé en Tunisie. Nous avons été piégés de nouveau dans des débats d'avant-garde. Dans la Constitution, de nouveau, on a dit ah ben non, le concept d'égal, non, c'est le concept de complémentaire. Et puis on a dit il faut revoir pour le planning familial, pour la polygamie, etc. Et c'est pour ça que je trouve que hier, le fait que l'héritage ait été abordé ici au Maroc, je trouve que ce pays qui n'a pas été touché par, excusez-moi, ce que nous appelons Thawrat al-Arbain en Tunisie, notre révolution, eh bien il pose la question de l'héritage. Eh bien nous ne pouvons plus véritablement la poser sans être frappés d'anathème par les islamistes qui sont chez nous. Alors que vous posez cette question. Nous, c'est presque impossible, alors que nous étions quand même à l'avant-garde de la position des femmes. Donc ce que je crois, d'une façon générale, c'est qu'il faut absolument quitter ces débats d'arrière-garde, qui sont même arrivés maintenant en Europe et en France. Je pense que l'islam, le corps islamique, le corpus islamique est une sorte d'auberge espagnole. On peut y trouver tout. Tout ce qui est favorable aux femmes, tout ce qui est défavorable aux femmes.
Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut se méfier du référent religieux. Ce n'est pas notre solution. Vous allez me dire qu'il y a un islam des Lumières. Je trouve que là aussi, il y a une prison dans le référent religieux, et encore plus insidieuse, comme le féminisme islamique est plus insidieux parce qu'il est défendu par des femmes. Là, nous avons des intellectuels qui nous disent l'islam peut être réformé, peut être moderniste. Vous avez vos exégètes modernistes. Nous avons en Tunisie toute une école d'exégèse, les Chafi, les Youssef Sadiq, etc. Je pense que c'est une des façons les plus insidieuses de nous remettre dans le religieux et donc de nous emprisonner. Je cite, et pour rendre hommage à Melek Chbal qui est décédé malheureusement il y a quelques jours à peine, effectivement, il avait même inventé l'expression islam des Lumières. Et vous savez qu'il a toujours essayé de dire que l'islam n'a jamais été fâché avec le sexe. Je pense personnellement le contraire. L'islam a toujours été fâché avec le sexe. Je n'ai pas le temps de vous le dire, mais quand vous revenez, ce n'est pas les mille et nuits qui sont une preuve que l'islam, ce n'est pas Tifesh et quelques traités d'érotologie qui ont été commandés par les souverains et les beyes et qui ont donné le point de vue masculin de la sexualité qui vont nous dire que l'islam a été toujours réconcilié avec le sexe. Donc voilà, cet islam des Lumières qui, de toutes les façons, qui est là depuis 20 ans, et s'il avait pu faire quelque chose, il nous aurait évité l'émergence des islamismes après les révolutions du printemps arabe. Parce que nous avons eu une déferlante de l'islamisme dans nos pays après ces révolutions. Donc, cette élite-là a échoué, il faut le dire. Voilà, donc moi, je sors de ça, je sors du référent religieux, je sors de cette notion de l'islam des Lumières, pour dire quoi? Pour dire que moi, je suis, comme vous soulignez au départ, pour une formule laïque. Alors, la laïcité, elle est mal comprise. La Allemagne, on n'a pas encore trouvé la traduction exacte. En tout cas, je voudrais qu'on déconnote en quelque sorte cette laïcité de l'Occident, qu'on ne mette pas en miroir à chaque fois l'islam et l'Occident pour nous dire « Ah, mais vous imitez les autres, vous êtes Hizb Frasa, vous êtes je ne sais pas quoi ». Non, c'est une façon de nous ouvrir, nous, pays arabes ou musulmans, à l'universalité. Si la laïcité peut nous sauver, pourquoi pas? La laïcité n'est pas française, la laïcité n'est pas occidentale, elle peut être universelle. Et donc, si elle permet aux femmes, permet la naissance de l'individu femme, pourquoi pas? Moi, j'opte pour cette laïcité. Donc aujourd'hui, pour moi, excusez-moi, donc le féminisme n'est pas celui qui défend les pratiques religieuses, mais qui dénonce les violences, le viol, l'inégalité. Le féminisme, pour moi, n'est pas ce qui milite pour le voile, le rôle de seconde, mais pour l'égalité, pour la liberté des femmes. Donc, vous l'aurez compris, je prêche pour une nouvelle internationale, puisqu'il n'y a plus les internationales socialistes, etc., pour une internationale féministe qui ne soit ni d'Orient, ni d'Occident, et qui s'achève dans une seule raison, ou deux raisons, qui s'achève dans une raison des femmes, c'est-à-dire pour leur intégrité, pour leur liberté, et qui s'achève dans une raison du monde, c'est-à-dire qui essayerait de sauver l'humanité et la terre dans laquelle nous sommes tous. Et je vous remercie. شكرا أستاذة فوزية على هذه المداخلة التي أعتبرها مرافعة ضد بعض الأوهام التي تحيط بهذا المنظور الجديد للنسوية الإسلامية. كيف للحجاب أن يكون تحررا، كيف لمجموعة من الكسبت religieuse تكون مدارات من مدارات التحرر. والغريب في الأمر بإيجاز هو طبعا لكل شخص منا آراءه. أنا لست برجل سياسة ولست برجل دعوة، ولكن أتذكر حينما كنت في الدار البيضاء وكانت هناك تظاهرة نسوية كبيرة وكان مقابل لها هنا في الرباط، وهذه التظاهرة في الدار البيضاء وكانت يعني عدد كبير، وكان هناك نساء محتجبات أو غير محتجبات لا يهم. لا أدري كيف تذكرت
كاتب غير معروف بشكل كبير إتيان دو لافويسي في كتابه دو لا سيرفيتود فولونتير. كيف للإنسان أن يدافع عن عبوديته؟ هذا هو السؤال الذي لم أجد له جوابا ولا حتى إتيان دو لافويسي. يعني بلاد العزيز عليه يكون عدل، يعني ما تفهموش.